Et si un père en deuil entrait dans son manoir silencieux, et y trouvait quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, après avoir perdu sa femme, Julien Mercier s'est enterré dans le travail, coupant le monde, même ses propres enfants. Ces trois petits garçons ont cessé de sourire, cessé de rire, et cessé de croire que leur père reviendrait un jour vers eux. Jusqu'au jour où il est rentré plus tôt, et a trouvé une jeune nounou nommée Émilie Caron en train de réaliser l'impossible. Les triplés riaient à nouveau. Souriaient à nouveau. Vivaient à nouveau. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est passé ensuite et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous de quel pays vous nous écoutez. Jules Mercier n'était pas censé rentrer aussitôt. Le PDG de Mercier Technologies, un empire technologique sous haute pression à Paris, avait passé les 2 dernières années à s'ensevelir dans le travail depuis la mort de sa femme, Sophie Mercier. Il travaillait 16 à 18 heures par jour, dormait parfois dans son bureau, et évitait de rentrer avant que les enfants ne soient couchés. Tout, plutôt que d'être confronté à ce qu'il avait perdu. Mais aujourd'hui, épuisé après un nouveau voyage éprouvant, il n'a prévenu ni son équipe, ni sa gouvernante Marguerite Maggie Morel. Il est simplement entré dans son immense manoir de Neuilly-sur-Seine vers 3 heures de l'après-midi. Au moment où il a franchi la porte, il s'est figé. Et la maison était silencieuse. Un silence si étrange que les poils de ses bras se sont hérissés. D'ordinaire, à 3 heures de l'après-midi, le manoir tremblait sous les cris, les chocs, les colères et le chaos sauvage de ses triplés. Théo, le leader Lucas, le bavard et conteur Gabriel, le tendre, celui qui s'accroche. Ils avaient 4 ans maintenant. Et depuis que Sophie était morte, ils souffraient, ils étaient en colère, et ils étaient impossibles à gérer. 15 nounous différentes avaient démissionné. Certaines en quelques heures. Mais là, le silence. Julien a monté lentement l'escalier de marbre, agrippant la rampe. Puis il l'a entendu. Pas des pleurs, pas des hurlements, pas des disputes. Des rires. 3 petits éclats distincts. Purs. Sauvages. Joyeux. Le genre de rire qu'il n'avait plus entendu depuis que Sophie était en vie. Il a suivi le son le long du couloir jusqu'à la salle de jeu. La porte était entr'ouverte. Ce qu'il a vu à travers l'interstice a failli lui faire céder les jambes. Au centre de la pièce se tenait Émilie Caron, la nouvelle nounou que Maggie avait engagée quelques jours plus tôt. Elle tenait une grosse corde entre ses mains, faisant semblant de perdre un tir à la corde contre les 3 garçons. Théo donnait des ordres comme un petit général. Lucas riait tellement qu'il tombait sans arrêt en arrière. Le visage de Gabriel était tout rouge d'effort, et de joie. De la vraie joie. Pas des sourires polis. Pas des réactions forcées. Une joie si réelle que ça faisait mal à la poitrine de Julien de la voir. Émilie a poussé un cri théâtral et s'est laissée tomber en arrière sur la moquette. Les garçons se sont écroulés sur elle dans un tas de rires, acclamant comme s'ils avaient conquis le monde. Julien a senti quelque chose de chaud glisser sur sa joue. Des larmes. Ses propres larmes. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de Sophie. Et pourtant, il était là, en train de pleurer parce que ses enfants qui s'étaient fermés émotionnellement pendant presque 2 ans riaient à nouveau. C'est Gabriel qui l'a aperçu. Le petit garçon a couru vers lui instinctivement, les bras tendus, puis s'est arrêté à mi-chemin. Comme s'il se rappelait. Papa n'aime pas les câlins. Papa ne veut pas qu'on s'approche trop. Le cœur de Julien s'est brisé. Salut, mon grand, a-t-il murmuré, la voix fêlée. Je suis rentré plus tôt. Théo et Lucas se sont tenus raides à côté de leur frère, prudents, réservés, ne sachant pas comment agir avec l'homme censé être leur protecteur. Émilie s'est relevée rapidement. Ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval désordonnée, son jean était taché d'herbe, et ses mains étaient encore couvertes de peluches de moquette. « Monsieur Mercier, dit-elle doucement. On ne savait pas que vous étiez à la maison. Je n'ai prévenu personne, avoua-t-il. Pendant un instant, la tension a rempli l'air. Les enfants étaient hésitants. Émilie était hésitante. Et Julien avait passé tellement de temps à fuir les émotions qu'il ne savait pas comment briser le silence. Alors il a dit la seule chose qui lui venait, vous étiez en train de rire. Lucas hocha timidement la tête. Lily, Émilie nous a appris un nouveau jeu. Lily, répéta Julien. Ils disent que Émilie c'est trop long, expliqua-t-elle doucement. Alors? Lily est restée. Julien acquiesça. Ses enfants lui avaient donné un surnom. En quelques jours, elle avait obtenu ce qu'il n'avait pas réussi en des années, leur confiance. Vous voulez du temps seul? Demanda Émilie. Je peux les emmener se laver. Non, dit Julien soudainement, se surprenant lui-même. Je veux leur parler. Émilie les laissa dans la salle de jeu. C'était maladroit. Terriblement maladroit. 3 petits garçons le regardant comme s'il était un puzzle auquel il manquait des pièces. Il s'assit par terre raide et demanda « Vous aimez Lily ?» Théo répondit d'un léger signe de tête. Elle ne crie pas.
Ces mots ont transpercé Julien. D'autres nounous avaient crié. Ces garçons avaient été punis pour avoir exprimé leur chagrin. Était lui trop brisé pour aider, avait ignoré tout ça. Lucas ajouta, elle chante les chansons de maman. Le souffle de Julien se coupa. Quelle chanson? Celle dans les vidéos, dit Théo. On lui a montré les vidéos. Pour qu'elle puisse les apprendre. Des vidéos que Julien ne savait même pas qu'elles existaient. Il se souvenait de Sophie. Il se souvenait de sa voix, de ses câlins, de sa chaleur. Élie avait essayé d'avancer en faisant comme si elle n'avait jamais existé. C'est Gabriel qui posa la question qui le brisa. Papa, est-ce que tu fais encore des câlins? Julien ouvrit les bras, terrifié qu'il refuse. Mais Gabriel bougea le premier. Puis Lucas. Puis Théo, prudent, hésitant. Ils se jetèrent tous sur lui. Et il s'effondra, sanglotant contre leurs petites épaules. Pardon, murmura-t-il. Pardon de ne pas avoir été là. Pardon de ne pas avoir été le papa dont vous aviez besoin. Lucas caressa sa joue. Lily a dit que pleurer, ça aide le cœur à aller mieux. Julien laissa échapper un souffle tremblant. Elle avait réparé ses enfants, en quelques jours. Il ne savait même pas comment. Mais il allait le découvrir. Le lendemain, Julien tenta quelque chose d'inhabituel, il quitta le travail plus tôt. Son CFO, Marc Delattre, faillit s'évanouir. Toute son équipe le regarda comme s'il venait de se faire pousser une deuxième tête. Mais Julien s'en fichait. Maggie répondit quand il appela à la maison. Monsieur? Tout va bien? Les garçons sont dans le jardin avec mademoiselle Émilie. Le jardin? Ils plantent des fleurs. Julien n'arrivait même pas à se rappeler la dernière fois qu'il avait mis les pieds dans ce jardin. Sophie l'adorait. Après sa mort, il avait fait arracher chaque rosier. Et elle ne supportait pas les souvenirs. Quand Julien rentra, il contourna la maison. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Émilie était agenouillée dans la terre, aidant les garçons à planter de petites fleurs. Leurs mains étaient sales. Leurs joues étaient dorées par le soleil. Ils étaient calmes. Heureux. Concentrés. Émilie, demanda Gabriel. Ma fleur, elle sera grande un jour? Elle le sera, répondit-elle chaleureusement. Si tu en prends soin chaque jour. Comme maman prenait soin de ses roses, murmura Théo. Julien se figea. Et elle ne leur avait jamais dit ça. Il s'en souvenait. Émilie leva les yeux, surprise de le voir. Elle se redressa et essuya la terre sur son jean. Monsieur Mercier, désolé, on ne s'attendait pas à. Ce n'est pas grave, dit doucement Julien. Il fixait les garçons. Vous vous souvenez de votre maman? Gabriel hocha la tête. Elle faisait des câlins tout chauds. Et elle sentait les cookies. Théo ajouta, elle nous chantait pour dormir. Lucas chuchota, elle nous protégeait. La gorge de Julien se serra. Il se souvenait de bien plus de choses qu'il ne s'était jamais autorisé à imaginer. Mais c'est Émilie qui parla doucement, s'agenouillant pour que les garçons voient ses yeux. Se souvenir de quelqu'un qu'on aime ne rend pas la tristesse pire, dit-elle. Ça les rapproche. Julien la regarda. Elle n'avait pas peur de parler de la mort. Elle n'essayait pas d'étouffer leur chagrin. Elle les guidait à travers tout ça. Quelque chose que personne, y compris lui, n'avait fait. Théo demanda, Papa, on peut replanter des roses? Comme maman en avait? Julien hésita. Les roses, c'était Sophie. Les roses, c'était la perte. Les roses, c'était des souvenirs qu'il avait enterrés si profondément qu'il avait oublié comment les ressentir. Mais il regarda ses fils, 3 cœurs fragiles en train d'essayer de guérir. Oui, murmura-t-il enfin. On va replanter des roses. Les yeux de Émilie brillèrent d'une fierté discrète. Ils travaillèrent pendant des heures, plantant des rosiers partout dans le jardin. Julien s'agenouilla avec eux, la terre sous les ongles pour la première fois depuis des années. Gabriel tira sa manche. Papa, je peux te dire un secret? Julien essuya la sueur sur son front. Bien sûr. Gabriel murmura, je croyais que tu ne nous aimais pas. Le monde s'arrêta. Quoi? Pourquoi? Parce que tu pars toujours, dit-il avec une simplicité déchirante. Et quand tu es là, tu fermes ta porte et tu ne nous regardes pas. Les yeux de Julien se remplirent immédiatement. Je restais réveillé toutes les nuits, continua Gabriel. J'attendais que tu viennes nous faire des câlins pour dire bonne nuit. Mais tu ne venais jamais. Julien le serra contre lui, le berçant comme quand il était bébé. Gabriel, écoute-moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas comment être ton papa quand mon cœur était brisé. Tu vas repartir encore? Non, chuchota Julien avec force. Plus maintenant. Gabriel tendit son petit doigt. Promis? Julien accrocha son petit doigt à celui de son fils. Promis?
Les garçons commencèrent ensuite à faire des promesses au petit doigt pour tout point les promesses avaient un sens, maintenant. Pendant les jours qui suivirent, Julien essaya de participer davantage, aider au petit déjeuner, lire des histoires, apprendre comment fonctionnait la routine que Émilie avait mise en place. Puis, un matin au petit déjeuner, le téléphone de Émilie sonna puis encore. Ses mains tremblaient à chaque fois qu'elle le mettait en silencieux. Théo fut le premier à remarquer. « Lily, ça va ? » ?»« Oui, mon cœur. Ce n'est rien. » Mais elle était pâle. Nerveuse. Et elle mentait clairement. Julien prit doucement le téléphone et répondit point. « Bonjour, ici Julien Mercier. »« Monsieur, ici infirmière Laure Benoît de Hôpital Saint-Joseph, Paris. Nous devons joindre Émilie Caron. C'est urgent. C'est à propos de son père. » Le ventre de Julien se noua et elle lui tendit le téléphone. Émilie sortit de la cuisine, s'adossa au mur, et écouta puis ses genoux flanchèrent. « Dites-lui, s'il vous plaît, supplia-t-elle en larmes. « J'arrive. Dites-lui que j'arrive. » Elle raccrocha. « Mon père ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Ils ont dit que c'est des heures maintenant. Peut-être des minutes. Ils me demandent. » Les garçons la regardèrent, les yeux grands ouverts, comprenant plus que des enfants ne devraient. « Tu dois y aller, » dit Julien immédiatement. « Maintenant. »« Mais je leur ai promis de les emmener au parc aujourd'hui, » sanglota-t-elle. « Je ne peux pas les quitter encore. » Théo s'approcha, prit sa main, et dit doucement, « Vas-y. On ira bien. Ton papa a besoin de toi. » Lucas hocha la tête. « La famille d'abord. » Gabriel serra ses jambes. « Vite avant qu'il aille au ciel. » Des larmes coulaient sur le visage de Émilie. Julien attrapa ses clés de voiture. « Prends ma voiture. C'est plus rapide. Et ne t'inquiète pas pour le travail. Ne t'inquiète de rien. » Émilie craqua. « Vous avez déjà fait tellement pour moi. Je ne peux pas. » « Émilie, » dit-il fermement. « Tu as tenu mes enfants debout quand je n'y arrivais pas. Laisse-moi faire ça pour toi. » Elle n'argumenta plus. Elle courut. Cette nuit-là, la porte d'entrée s'ouvrit lentement. Émilie se tenait là comme un fantôme, vêtements froissés, yeux gonflés, mains tremblantes. « Il est parti » chuchota-t-elle. Julien la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. « Il m'a dit qu'il était fier, il a dit que j'étais courageuse, il a dit que j'irais bien. » Elle éclata en sanglots si violents que tout son corps en tremblait. Les garçons coururent vers elle, la serrant fort autour de la taille. « Tu nous as » chuchota Gabriel. « On est ta famille aussi, » dit Lucas. « On ne te laissera pas, » promit Théo. Julien l'emmena jusqu'au canapé, les enfants accrochés à elle de tous côtés. « Tu n'es pas seul, » dit-il doucement. « Plus maintenant. » Elle pleura encore plus fort. Parce que pour la première fois de sa vie, elle y croyait. Les jours passèrent. Émilie traversa un deuil difficile. Certains matins, elle ne pouvait pas sortir du lit. D'autres jours, elle errait dans le manoir comme en somnambule. Puis Julien la trouva dans la cuisine, fixant une pile de papiers de l'hôpital. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Elle lui tendit les factures. Près de 100 000 $ de dettes médicales. Son père avait contracté des prêts. Plusieurs prêts. Ils s'en prennent à moi maintenant, chuchota-t-elle. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai presque rien. Je ne peux pas rester ici. Je dois trouver un autre travail. Peut-être deux. Tu n'as pas besoin de partir, dit vite Julia. Je ne peux pas accepter la charité, répondit-elle sèchement. Je ne veux pas. Alors j'augmenterai ton salaire? Non. Elle recula. Je ne serai pas un fardeau. Je ne le serai pas. Il réfléchit un instant. Puis il dit l'idée qui allait tout changer. Et si tu n'étais plus la nounou? Émilie cligna des yeux. Quoi? Je veux te nommer directrice du développement familial et de l'enfance chez Mercier Technologies. Un vrai poste. Un vrai salaire. Des avantages. Tu aiderais à créer des programmes pour les employés qui ont des enfants. Tu serais parfaite. Monsieur Mercier. Émilie, ce n'est pas de la charité. Mon conseil d'administration réclame ce département depuis longtemps. Tu es qualifié. Plus que qualifié. Et tu passerais encore une partie de ta semaine ici. Elle hésita. Trembla. Puis fondit en larmes. Pourquoi vous faites ça pour moi? Julien s'approcha. Parce que tu as sauvé ma famille, dit-il. Laisse-moi aider à sauver la tienne. Elle hocha la tête à travers ses larmes. D'accord, chuchota-t-elle. J'accepte. Mais elle n'était pas la seule à souffrir. Quelques jours après sa prise de poste,
Quelque chose d'inattendu se produisit. Théo, d'habitude le responsable, se mit à faire des crises. Et elle se mettait facilement en colère. Et elle refusait de manger. Et elle se réveillait en hurlant. Émilie essaya de lui parler, mais il se cachait sous sa couverture et se fermait. Finalement, Julien monta dans sa chambre un soir et s'assit calmement à côté de lui. Après un long silence, Théo chuchota, « Est-ce que Lily va nous quitter maintenant ?» La poitrine de Julien se serra. « Non. Pourquoi tu penses ça ?»« Parce que les gens partent quand ils sont tristes, » dit Théo. « Maman est morte. Toutes les nounous sont parties. Le papa de Lily est mort. Elle est triste maintenant. »« Oh, mon grand !» Julien le serra contre lui. « Elle ne part pas. Et moi non plus. Tu es coincé avec nous. » Théo s'accrocha à lui. « J'ai peur. »« Je sais. Mais on est une famille maintenant. Les familles restent. Même quand ça fait mal. » Théo finit par se détendre contre sa poitrine et s'endormit pendant que Julien chantait une des anciennes berceuses de Sophie. Quand Julien sortit, il trouva Émilie dans le couloir, les larmes aux yeux. « Tu deviens un père incroyable, » murmura-t-elle. « J'ai eu la meilleure professeure, » murmura-t-il en retour. 6 mois plus tard, les garçons Mercier s'épanouissaient. Ils riaient. Se faisaient des amis. Vivaient comme des enfants normaux à nouveau. Julien les récupéra à l'école un après-midi et remarqua Émilie en train de parler avec d'autres mamans, riant, souriant, rayonnant enfin à nouveau. Mais la directrice de l'école, Diane Vautrin, s'approcha de Julien avec une expression raide. « Nous avons eu des questions, » dit-elle. « Certains parents ne savent pas clairement si Madame Caron est la nounou, une parente, ou autre chose. » Julien fronça les sourcils. « Pourquoi est-ce que ça a de l'importance ?»« Pour le protocole, » dit la directrice. Elle signe des formulaires. Elle vient les chercher. Les autres parents ? Émilie s'avança. Ils veulent savoir pourquoi je suis ici ? Demanda-t-elle calmement. Pourquoi je suis à chaque événement ? Pourquoi je suis présente pour ces enfants ? La directrice bafouilla. C'est juste, une clarification. Non, c'est un jugement, dit fermement Émilie. Quand leur mère est morte, ces garçons ont perdu leur monde. Leur père se noyait dans le chagrin. Ils se sentaient indésirables. Invisibles. Je ne suis pas devenu leur personne de confiance parce que j'ai épousé quelqu'un dans cette famille. Je suis devenu une partie de leur famille parce que j'ai été là quand ils avaient besoin de quelqu'un. Des parents autour de la cour s'arrêtèrent pour écouter. Et je ne vais nulle part, conclut Émilie. La poitrine de Julien se gonfla d'admiration. Ses enfants l'avaient choisi. Et maintenant, elle les choisissait. Excusez-nous, dit poliment Julien, prenant la main de Émilie. Notre famille a quelque part où aller. Les garçons coururent vers eux en criant, « Papa! Lily! Regardez ce qu'on a dessiné. » Et ce fut tout. Cette nuit-là, après avoir couché les triplés, Julien trouva Émilie assise au milieu des roses en pleine floraison qu'ils avaient plantées des mois plus tôt. Les roses que Sophie avait autrefois aimées. Les roses que Émilie avait aidé à faire renaître. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Je pensais juste, je n'aurais jamais cru avoir une famille à nouveau. » Julien hésita puis s'assit à côté d'elle. « Émilie, tu es heureuse ici ? Vraiment ?» Elle se tourna vers lui. « Je ne suis pas arrivée ici par accident, » chuchota-t-elle. « Je n'ai pas seulement pris soin de tes enfants. Je suis tombée amoureuse d'eux. Et d'eux ?» Elle s'arrêta avant de finir sa phrase. Ses yeux s'adoucirent. « De qui, Émilie ?» Elle avala difficilement. « De vous tous. » Julien prit sa main. « Émilie, je ne sais pas quand c'est arrivé, » dit-il avec sincérité. « Mais je n'arrive plus à imaginer cette maison sans toi. » Elle se pencha vers lui lentement, tremblante, à la fois effrayée et pleine d'espoir. Ils ne s'embrassèrent pas, ils ne se précipitèrent pas, ils se tinrent simplement la main, laissant le moment respirer. Puis une petite voix brisa le silence. « Papa ? Lily ?» Théo se tenait dans l'encadrement de la porte, avec Lucas et Gabriel derrière lui. « On croyait que vous étiez partis. » Julien ouvrit les bras. « Jamais. Venez là. » Les garçons coururent vers eux, entourant Julien et Émilie d'un câlin désordonné et magnifique. « Vous faisiez quoi ?» demanda Lucas. « On parlait, » dit doucement Émilie. « De choses de famille, » ajouta Julien. Théo regarda les roses. « Comme quand on a planté des fleurs ensemble ? Et elles ont poussé ?» Julien sourit. « Exactement. Les familles grandissent de la même façon. Avec de l'amour. Avec des soins. Avec de la patience. Chaque jour. » Gabriel leva une feuille de papier. « J'ai fait ça pour toi, Lily. » Elle la déplia. C'était un dessin de 5 personnes debout ensemble devant une maison. Et en dessous,
écrit avec des lettres tremblantes, My Family. 5 personnes. Pas 4. Pas, Monsieur Mercier et les garçons. 5. Julien.Émilie.Théo. Lucas.Gabriel. Le visage de Émilie se froissa quand elle serra les garçons dans ses bras. Merci, chuchota-t-elle. Merci de m'avoir fait une place dans votre monde. Théo la corrigea doucement, tu n'es pas une place dans notre monde. Elle se figea. Tu es notre monde? Les yeux de Julien se remplirent de larmes. Parce que c'était vrai. Elle n'était plus leur nounou. Elle était une famille. Cette nuit-là, Julien resta éveillé, fixant le plafond, comprenant quelque chose qu'il ne s'était jamais autorisé à admettre. Émilie n'avait pas remplacé Sophie. Elle n'était pas censée le faire. Elle apportait quelque chose de différent. Quelque chose de nouveau. Elle avait ramené la lumière dans une maison qui avait oublié comment respirer. Elle avait rendu leur foyer vivant à nouveau. Dans la chambre au bout du couloir, Émilie serrait le dessin des garçons contre sa poitrine et pleurait, pas de chagrin cette fois, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle était toute petite, l'appartenance. Dehors, les rosiers se balançaient doucement dans la brise nocturne de Paris. Des roses plantées par 5 cœurs brisés, qui se réparaient les uns les autres jour après jour. Pas parfait. Pas traditionnel. Pas lié uniquement par le sang. Mais réel. Choisi. En train de grandir. Une famille à tous les égards qui compte. Tessin en faisait la maison la plus sûre du monde. Si vous étiez à la place de Julien, et que quelqu'un entrait dans votre vie par surprise et guérissait vos enfants, votre cœur, et votre foyer comme Émilie l'a fait, auriez-vous le courage d'ouvrir votre cœur à nouveau, ou la peur vous retiendrait elle? Dites-le nous en commentaire. Pensez-vous que la famille est quelque chose dans lequel on est, ou quelque chose qu'on choisit? On adore vous lire. Merci d'avoir écouté Storyteller français à nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.